Ok, alors du coup, rebonsoir à tous. Donc, comme m'a présenté Dimitri, donc moi je m'appelle Tina Molucca, je vis à Paris. Ce que je fais actuellement et la raison pour laquelle je suis sur le réseau, effectivement, c'est que je fais de la production audiovisuelle. Mais dans la présentation, je pense que c'est peut-être opportun que je vous raconte un petit peu mon parcours, dans le sens où moi, de formation, je suis notaire, donc j'ai travaillé dans le notariat depuis 10 ans maintenant. Et en parallèle, bien sûr, on veut toujours développer des projets qui nous passionnent et qui nous animent. Et donc, je me suis lancée dans la production audiovisuelle, quelque chose qui me plaît, pour lequel je mets vraiment mon âme et toute mon énergie là-dedans. Pourquoi la production audiovisuelle? Je fais de la production audiovisuelle, mais comme ce n'est pas totalement lancé, je continue mon métier de notariat, ce que j'expliquais à Dimitri tout à l'heure, donc la moitié du temps, activité qui est aussi une passion pour moi, ce qui fait que, voilà, comme on a tous envie d'œuvrer et de contribuer pour notre communauté, j'ai développé aussi, en tout cas, je suis en train d'ouvrir mon cabinet là à Kinshasa, parce qu'on a des problèmes de propriété, de terrain, enfin, je ne veux pas vous la faire, vous la connaissez très bien. Mais voilà, donc du coup, je fais ça en parallèle et à côté, je suis en train de développer effectivement cette entreprise donc, de production audiovisuelle. Et pourquoi j'en suis arrivée là? Alors, à l'origine, ma mère, déjà depuis les années 90, elle avait une association pour les droits de la femme. À l'époque, on vivait en Allemagne et donc elle a mixé les droits de la femme africaine plus le côté artistique, enfin tout ce qui est lié. En fait, si vous voulez, c'est vraiment la femme et lui donner l'opportunité de s'exprimer au travers de l'art. Et moi, j'ai grandi avec une maman qui développait ça. J'ai grandi avec une maman qui est dynamique dans ce milieu-là et elle a continué jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, l'association, ça fait 30 ans qu'elle existe quasiment. Je l'aide maintenant un peu plus, comme voilà, la maturité fait que maintenant on s'intéresse un peu plus à ce que nos parents font et on trouve ça crédible, alors que lorsqu'on est plus jeune, on s'en fout royalement. Donc maintenant, je saisis vraiment la chose et je me suis rendu compte en fait que malheureusement pour nous les femmes, particulièrement les femmes africaines, on est un peu sur l'échelle de l'humanité, tout en bas de cette échelle. Et surtout, ce qui me faisait de la peine, c'est que on n'avait pas le moyen de s'exprimer. J'ai pas trouvé non plus, comment dirais-je, des fictions qui valorisaient effectivement la femme noire, tout simplement. Et surtout, j'ai pas trouvé non plus des fictions qui permettaient à la femme noire de s'exprimer, soit de manière, j'allais dire, subliminale, comme on peut le voir à Hollywood. C'est-à-dire que Hollywood, c'est le cinéma mainstream, mais ils ont quand même réussi à nous vendre en fait cet imaginaire qui est que la femme parfaite, c'est la femme blonde, à la taille filiforme et aux yeux bleus. Mais ça, c'est des messages subliminaux qu'ils ont réussi à nous faire passer au travers du cinéma. Donc le cinéma, c'est quand même quelque chose de très important pour la conscience collective. Et je me suis dit, bah, tiens, ça peut être un moyen d'expression. Et donc, pareil, comme je suis née en France, mais j'ai une très, très forte culture. Vraiment, je suis imprégnée de la culture congolaise parce que je suis d'origine congolaise. Donc, moi, j'ai appris à parler le lingala, juste pour vous dire un petit peu, j'ai appris à parler le lingala correctement à l'âge de 15 ans. Pourquoi? Parce que j'étais passionnée, mais vraiment une réelle passion pour les théâtres de chez nous. Mais vous savez, ceux à l'ancienne, là, ceux vraiment les maboké qu'on appelle. Donc, moi, j'étais vraiment passionnée par ça. J'ai appris à parler le lingala comme ça. Et donc, j'ai été bercée par ces comédies, en fait, et sachant que, comme je suis en France, du coup, à 15 ans, j'étais toujours pas partie au Congo. Donc, j'étais vraiment admirative, en fait, de la culture, du peuple, voilà, de tout ce qui dégage. Et c'est comme ça que, petit à petit, je me suis dit, bah, écoute, si c'est quelque chose qui te passionne, essaye de combiner ta passion, le cinéma, la femme, parce que c'est celle que j'ai envie de mettre en avant, essaye de voir, quand tu mets tout ça dans la casserole, qu'est-ce qui peut en ressortir. Je me suis dit, la production audiovisuelle, ça peut être le bon credo pour moi. Et donc, effectivement, là, dans un premier temps, je développe en effet des émissions où je fais intervenir, alors j'ai plusieurs émissions bien sûr. Là, je vous raconte brièvement, comme ça vous avez un peu l'ossature en tout cas ce que va proposer ma boîte de production. Donc j'ai 4 émissions que je produis là pour l'instant. Donc 2 émissions sur vraiment les femmes, euh, pour connaître leur parcours, pour leur poser un certain nombre de questions, et surtout des femmes vraiment que je choisis, parce que l'émission va s'appeler Puissante,
ou face à femme, je n'ai pas encore déterminé le nom, mais l'idée, c'est de faire venir des nanas comme Ramayad, des nanas comme la ministre qu'on avait eue là, sous le premier mandat de Macron. J'ai oublié Ndiaye. Isabelle Moreno, Isabelle Monero, voilà, Sibeth exactement. Ndiaye. Exactement, ces nanas-là, parce que, et aussi des actrices de cinéma, vous savez, celle qui avait fait Noir n'est pas mon métier, le manifeste, toutes ces nanas-là, exactement, pour qu'elles viennent aussi, parce que ce sont des figures, en fait, pour moi qui suis dans la trentaine, mais aussi pour nos sœurs qui ont la vingtaine, et aussi pour nos petites sœurs qui ont 15 ans, qu'elles puissent, en fait, se dire, bah, c'est possible. Et surtout, la dynamique, en fait, ma direction éditoriale, c'est pas de dire, on a souffert, parce que j'en ai marre, en fait, du côté, oui, mais on a galéré, mais on a dormi dans la rue et les huissiers sont venus. J'ai l'impression que même quand un noir réussit, il faut nécessairement qu'on le ramène à cette histoire de sa vie, sachant que parfois, je dis des bêtises, mais Maître Gims, il est proche de la quarantaine, ça fait bien 20 ans qu'il n'est plus ce jeune homme qui a dormi dans la rue, mais on doit toujours lui ressasser ça. Alors, je comprends, ça fait partie de son histoire, mais pour la conscience collective, et surtout pour les Occidentaux, il faut qu'on arrive au stade comme les Américains, où ils se continuent à dire qu'ils sont les maîtres du monde, alors qu'on sait qu'ils ne le sont plus depuis longtemps. Toutefois, pour eux, l'essentiel, c'est que la personne en face d'eux continue à croire qu'ils sont les maîtres du monde, même si eux ne le savent plus, enfin, savent que c'est plus forcément le cas. Donc moi, c'est vraiment vers cette direction-là que j'ai envie d'aller, c'est-à-dire montrer qu'il y a une communauté africaine qui est forte, qui est excellente, qui brille, et que ça a toujours été le cas, et pas nécessairement nous ramener forcément à notre condition, entre guillemets, de miséreux. Donc ça, c'est vraiment la direction artistique. Et la raison pour laquelle, en fait, je suis aujourd'hui sur le live, c'est que j'ai une autre émission que je suis en train de développer, qui va être une émission économique, politique, mais pas politique politicienne, politique au sens stratégique. C'est-à-dire, je reçois un entrepreneur, donc c'est l'émission sur les entrepreneurs du coup, ou avec une direction artistique qui ressemble un peu, pour ceux qui connaissent, ça va être une combinaison entre BFM Business, ce que j'ai appris dans le cadre de mon parcours, effectivement, c'est que toutes les personnes qui financent en fait les sociétés regardent tous BFM Business, que ce soit les banquiers, que ce soit les fonds d'investissement, enfin tout du moins les dirigeants des fonds d'investissement, toutes ces personnes-là, elles regardent BFM Business. Donc BFM, inutile de vous dire que j'ai téléchargé l'application, que je l'ai sur mon téléphone et que je suis un peu ce qui se passe sur les entrepreneurs et les startups. Et de l'autre côté, faire comment dirais-je, un entretien de 30 minutes, donc plutôt dynamique, l'émission, sur le style un peu de Jean-Jacques Bourdin. Vous voyez l'émission, enfin, qu'il ne présente plus maintenant, c'est Apolline de Malherbe, mais à l'époque, Jean-Jacques Bourdin, il avait quand même un style particulier pour poser des questions précises, attendre des réponses précises, et pas quelqu'un qui… Voilà. Et ça, en fait, pourquoi je voulais faire une émission comme ça? Déjà, pour donner de la crédibilité à nos entrepreneurs, parce que malheureusement pour nous, ce qui pêche aussi dans les business globalement, c'est la communication, c'est le marketing, et c'est aussi comment on vend son produit. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les éléments de langage pour vendre correctement un produit. Donc, j'ai regardé beaucoup d'émissions, il y en a qui sont très bien faites, hein, c'est pas le propos, mais moi, j'ai envie d'en proposer aussi une autre, où on va avoir vraiment ce style un peu, voilà, vous êtes un entrepreneur, très bien, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous produisez, est-ce que vous maîtrisez votre sujet, est-ce qu'il y a des stagiaires qui peuvent venir chez vous, comment, pourquoi, merci de donner les contacts. Enfin voilà, créer vraiment quelque chose de très dynamique, de très punchy, pour que l'entrepreneur aussi puisse sortir de sa zone de confort et pas juste venir et nous raconter ce qu'il a envie de nous raconter, parce que dans les émissions, en tout cas que moi j'ai pu regarder, parce que forcément c'est de la concurrence, voilà, l'entrepreneur arrive, le présentateur ne le présente pas forcément, parce qu'il ne sait pas forcément ce qu'il fait, donc il dit, bon, ben merci, présentez-vous. Donc la personne en face, elle se présente un peu comme elle veut, si vous voulez. Et l'idée, c'est pas juste de faire son speech, l'idée, c'est aussi qu'on vous pose des questions à laquelle vous vous attendiez pas, et que vous vous retrouvez dans une situation que vous ne pouvez pas répondre. C'est pas méchant, mais c'est juste pour upgrader, en fait, la qualité de ce qu'on propose, en fait, tout simplement. Et de mémoire, je ne sais pas si tu t'en souviens, Dimitri, lorsque je commençais et je t'avais invité, il y avait un personnage, je ne vais pas citer son nom, mais tu te souviens, et dans le cadre de ma profession, ma première patronne que j'ai eue, pour laquelle j'ai eu à travailler lorsque j'ai été salarié pour la première fois,
Elle me disait, Tina, lorsque tu expliques à quelqu'un, parce que plus les termes juridiques, c'est juste pas possible, c'est imbuvable, et c'est d'autant plus imbuvable à expliquer quand on n'est pas juriste. Et elle me disait, quand tu expliques à quelqu'un ce que tu fais ou ce que tu vas faire, il faut que tu lui parles comme si elle avait 2 ans. Et donc, dans l'interview, je pose à cet entrepreneur, je lui dis, bah, très bien, explique-moi, comme si j'avais 2 ans, ce que tu fais concrètement. Il n'a pas su m'expliquer. Il n'a pas été en capacité de m'expliquer ce qu'il faisait avec des mots simples, en fait, in fine. Donc, ça aussi, c'est une problématique, je trouve, parce qu'on a des bons langages, on parle très bien, mais lorsqu'il s'agit concrètement d'expliquer par A plus B son modèle économique, comment on fait, et bien souvent, il y a plus grand monde. Donc, ça permet aussi, voilà, d'une part, c'est pour aider effectivement ces entrepreneurs, mais d'autre part, ça permet aussi d'éliminer les gens qui viennent blaguer les gens, en fait, tout simplement, et leur faire perdre du temps, quoi. Donc, voilà. Mais l'émission, en tout cas, elle est ouverte à tous. Moi, actuellement, effectivement, je recherche des entrepreneurs qui ont envie de mettre en avant leur société. Dans mon modèle économique, alors moi, je travaille, bon, sur les 6 premiers mois, je pense que mon émission va être exclusivement en ligne. Donc, je vais créer une chaîne en ligne. Mais l'objectif, c'est qu'on arrive à la télé. Je suis en partenariat, en fait, avec des jeunes de Grigny voilà, parce que Grigny, en fait, mine de rien, il y a des pépites à Grigny, c'est incroyable. J'en viens, hein, donc Ah bah voilà, on peut réussir. voilà. À ça C'est aussi, QFD. on vient, donc on peut réussir quand on vient de Grigny, hein. Voilà, c'est des jeunes de Grigny, mais ils sont juste, enfin, genre, c'est vraiment la nouvelle génération qui s'est constituée vraiment en groupe, et dans le groupe, il y a toutes les branches possibles de ce qu'on peut potentiellement recharger. En tout cas, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Donc ça, c'est chouette. Et donc, je travaille avec eux, et eux, effectivement, ont une chaîne de télévision qui a été conventionnée par le CSA. Du coup, ils sont en pourparlers pour connaître les dates de diffusion, à partir de quand, et surtout le canal, parce que ce qui est important. Et ce qui est intéressant, c'est que Orange, ça a quand même une couverture mondiale, ce qui veut dire que je peux tant bien passer ici, je vais être reçu au Congo, de la même manière que lorsque je vais au Congo pour, pareil, discuter avec les chaînes de télévision, je pourrais aussi leur dire, bah voilà, moi je peux venir faire mes émissions ici avec des entrepreneurs congolais, et de toute façon, ça sera diffusé sur la chaîne en France, chez Orange. Ce qui peut être intéressant aussi pour les Congolais qui sont sur place, parce que l'idée aussi, c'est de produire sur place et d'exporter aussi, à partir du Congo, j'entends, hein, d'exporter en fait ce qu'on vend, ce qu'on propose. Et pareil, le fait de pouvoir exporter comme ça permet aussi d'augmenter sa qualité, parce que quand on veut viser en fait d'autres publics, nécessairement, on se met au niveau pour pouvoir donner en tout cas un produit qui est compétitif. À l'ère de la mondialisation, je pense que c'est le minimum syndical. Donc ça, c'est sur la partie production que je fais ici. Et au Congo, effectivement, j'aimerais bien développer en fait des séries de documentaires où je mettrais, donc du coup, ça c'est vraiment par rapport à l'association de ma mère, où il y a des jeunes filles, effectivement, dont c'est pas vraiment ça, parce que je sais que ça se fait. Je suis des personnes sur place qui ont des sociétés de production et qui font effectivement des sujets comme ça, mais j'aimerais bien en fait faire un sujet autour des jeunes filles, de connaître leurs sentiments en 2022. Qu'est-ce que c'est qu'une jeune fille au Congo en 2022 qui est issue d'une bonne famille, qui est issue d'une famille moyenne, qui est issue d'une famille qui a des parents mais qui n'ont pas forcément les moyens, et des jeunes filles qui sont orphelines, comment elles envisagent l'avenir. Enfin, un certain nombre de séries de documentaires comme ça que j'aimerais bien après, dans mon idéal, c'est-à-dire revendre après derrière éventuellement à TV5 ou Arte, parce que j'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien leur direction, leur ligne éditoriale, et je sais qu'ils sont intéressés par ce genre de documentaire, ou tout simplement le diffuser sur la chaîne pour laquelle je vais commencer à produire. Mais effectivement, mettre en avant toute cette population féminine dont on entend rarement parler aujourd'hui, alors même qu'on est à l'ère de la communication intensive, mais j'ai le sentiment que les choses ne sont pas vraiment deep pour elles. Donc, on traite vraiment les choses en surface. Donc, mon idée, c'est ça, c'est de faire un documentaire et mettre ces jeunes filles-là en avant, quoi, tout simplement, sans compter tous les autres documentaires que j'ai envie de développer. Mais ce serait beaucoup trop long, c'est les projets de vie. Donc, petit à petit, en tout cas, ça, j'allais dire, le canevas qui est posé. Et petit à petit, effectivement, voir
voir où ça va nous mener, en fait. Et si après, demain, je deviens le prochain Spielberg ou je ne sais quoi avec Léo Caddy, bon, vous connaîtriez une star. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oprah Winfrey, ça te va déjà? Ça me va très, très bien. Non, mais c'est bien avoir la vision, il faut avoir voilà, des objectifs très hauts pour justement, comme on dit, retomber sur terre. Et Absolument. moi, je salue en tout cas cette initiative et en effet, le fait que tu fasses travailler des jeunes de Grigny. Et je salue Assa qui est là, qui vient aussi de Grigny. Donc, on sait qu'on peut réussir quand on vient de Grigny. Ah non, mais moi, je suis épatée. Je suis épatée parce qu'ils sont juste au top, quoi. Ouais. Ils sont top. Non, non, c'est super. Et aujourd'hui, donc, par rapport au projet que tu as développé, donc, on a compris que tu as voulu en fait accompagner ta mère sous un autre prisme, donc là, la partie audiovisuelle. Qu'est-ce que tu as noté par rapport à la production aujourd'hui qui se passe à Kin? Parce que je dois quand même te dire que moi qui suis du Congo d'en face, excuse-moi, mais je vous envie parce que vous avez une qualité de production. Quand je vois, ce soit les vidéos de Louange, enfin, ou d'autres de créations qu'ils font, il y a une richesse. En RDC, c'est énorme. Comment est-ce que toi, tu vas arriver à te démarquer avec cette créativité forte déjà qui est sur place? Alors moi, ce que j'ai pu constater effectivement, c'est que les gars, ils n'ont pas forcément les moyens qu'on a ici. Mais je vais te donner un exemple très concret. Moi, j'ai une sœur et un frère qui font de la musique en France, donc ils font des clips et tout ça. Et à un moment donné, je fais un clip pour ma sœur et je me rends compte, en fait, je vois la qualité du clip, je me dis: «Ah, c'est super» et puis je vois un clip ils sont très, très forts, du groupe qui s'appelle MPR. Je vois un clip qu'ils font et je dis à ma sœur: «Écoute, on ne peut pas sortir le clip là qu'on vient de faire, sachant qu'au Congo, ils font des clips comme ça. C'est pas possible». Et donc les gars, en fait, si tu veux, ils ont une imagination. Ils utilisent du matériel qui a je sais pas combien d'années, mais en fait, je sais même pas comment ils font. Mais toujours est-il qu'ils ont en fait, ils ont quand même un œil artistique, en fait, tu vois? Parce que les couleurs sont belles, le propos est beau. Alors bien sûr, il y a des gens qui font des trucs, c'est n'importe quoi, mais en tout cas, ceux qui font des belles choses, il y a vraiment, en fait, l'idée, si tu veux, moi, c'est de dire, voilà, moi, clairement, je fais de la production. C'est-à-dire que moi, je viens, je mets de l'argent, j'ai une vision, j'ai une idée, je rassemble, en fait, les forces vives, ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent faire et ensuite, après, effectivement, on se pose. Mais si tu veux, moi, toute la dimension artistique, je n'ai aucune prétention. Je pense que chacun, à un moment donné et c'est ça aussi qui pèse, c'est que chacun, à un moment donné, doit pouvoir avoir l'humilité de dire: «Moi, je ne sais pas faire. Les gars, vous êtes là en termes artistiques, en termes de montage, en termes d'habillage, vous êtes meilleurs que moi, donc proposez-moi quelque chose et ensuite on y va». Donc moi, c'est pareil, je pose le canevas, je dis voilà, moi, ma direction, mon idée, c'était de faire ça. Comment vous, en étant sur place, en étant tous les jours ici, comment vous envisagez effectivement qu'on peut le faire? Ah ben, il faut qu'on fasse comme ça, Tina, il faut qu'on fasse comme ça, Tina. Après, moi, je suis très partisane du on fait, on voit, tu vois, on fait, on voit. Si ça prend, ça prend. Si ça prend pas, on était parti à gauche, la fois d'après, on va à droite. Comme Period. l'African Valley, test and learn. Tu vois. On Ah apprend. oui, c'est ça. C'est exactement ça. Parce que sinon, en fait, on s'en sort pas et on recule à chaque fois en se disant: «Ah mais non, mais ça, c'est pas parfait. Ah mais non, mais ça, c'est pas bien. Mais non, ça va pas». Donc j'ai une partie du matériel que j'avais acheté ici, que j'ai fait partir parce que les gars, ils travaillaient sous du matériel un peu ancien et ils m'avaient demandé effectivement d'avoir quelque chose d'un peu plus quali. Donc j'ai fait partir un peu certaines choses. L'idée, c'est voilà, d'arriver, de trouver des spots. J'ai déjà rédigé les dossiers de production par rapport à la vision que je vais avoir. Après, je vais y aller et l'idée, c'est aussi après tout ça, c'est financier. Il faut faire des allers-retours, il faut mettre des gens, tu vois, qui veulent bosser et force est de constater que les jeunes sur place ont vraiment, vraiment, vraiment envie de travailler, quoi. Tu vois? Ils sont sur tous les fronts, tu as une question, les gars, en 2 jours, ils t'ont trouvé la solution et pourtant on connaît la lenteur, hein, de l'administration, mais les gars connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un et ils te trouvent la solution et maintenant ce que j'apprécie d'autant plus avec cette nouvelle génération, c'est qu'ils ne te disent pas: «Non, j'ai besoin de l'argent du transport ou quoi». C'est-à-dire, il va déjà c'est-à-dire qu'en fait, c'est toi qui as sa dette, tu vois? Lui, il va, il trouve tous les trucs, il met tout en place. Après, il te dit: «Bon, moi, j'ai trouvé telle solution, telle solution, telle solution. On peut faire comme ça, comme ça, comme ça»
Et ensuite, il va te dire, bon, là, c'est un peu limite parce que voilà, c'est compliqué. Et voilà, toi, après, tu fais ton western. Mais si tu veux, il n'y a plus cette pression à l'ancienne de dire, pour qu'il fasse, il faut déjà que je prépare un billet. Donc ça, je trouve ça chouette. Et pour répondre à ta question concrètement, donc moi, j'ai une vision qui est très, très simple. C'est-à-dire que j'ai envie de faire les choses qui vont avoir une qualité et un propos surtout pertinent. Tu vois, moi, je ne fais pas les choses juste pour faire les choses, pour faire du buzz et tout, tu vois. C'est-à-dire que, bon, après, c'est aussi dans mon caractère, tu vois, dans ma personne. Mais j'aimerais bien vraiment qu'on puisse, en fait, tu vois un peu Crazy Sally, enfin, je ne sais pas si tu vois comment ça s'appelle, la jeune fille influenceuse qui s'appelle Crazy Sally, qui est partie au Cameroun, qui a juste fait un vlog, en fait, sur ce qu'est le Cameroun, parce que, pareil, c'est une jeune fille, elle est moitié camerounaise, moitié marocaine, je crois, de mémoire. Et en fait, les Marocains, bon, bah, le racisme qu'on connaît des Marocains, l'a poussée, en fait, à retourner au Cameroun et à faire ce documentaire. Et ce documentaire, en fait, elle a tellement montré des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'elle a fait du cheval au Cameroun, elle est partie dans des grandes vallées, dans des grands territoires. Elle a filmé ça. Et comme elle est, voilà, elle est partie avec des gens sur place qui l'ont filmé ça, finalement, ce documentaire, il a pu être monté en projet. Elle a fait comment on appelle ça? Elle a fait pas un visionnage, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, elle a trouvé un cinéma qui a accepté de le diffuser. Donc, elle a diffusé aussi. Exactement, tout à fait. Et in fine, elle l'a vendu à Brut, qui est donc une filiale de Canal. Et là, actuellement, il est sur Brut, tu vois. Il s'appelle Homeland ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais voilà, c'est vers ça, en fait, qu'on veut tendre. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, on est dans une réalité de Instagram, des réseaux sociaux où tout le monde se filme, mais ça reste encore une fois, tu sais, c'est comme Instagram. Les gens ne sont pas malheureux sur Instagram. Tout le monde est beau, tout le monde est content sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Sauf qu'il y a une réalité aussi qui existe, la réalité qui est moins jolie à voir, mais il y a aussi une réalité que tout le monde ignore et qui est juste que la vie sur place, c'est chouette en fait. Tu vois, j'écoutais Youssoupha, qui est parti donc vivre en Côte d'Ivoire, et il disait qu'à chaque fois qu'il revenait à Paris, les gens lui demandaient si c'était pas trop dur pour lui de vivre en Côte d'Ivoire. Il dit, mais les gars, vous rêvez ou quoi? Mais le Côte d'Ivoire, c'est juste un truc de dingue, mais pour rien au monde. Je reviens ici, mes enfants sont dans un confort, ils veulent rien savoir, ils veulent pas revenir à Paris. Et il dit, c'est quand même dingue que dans la conscience collective, vivre en Afrique, d'autant plus pour un noir, c'est un sacrifice pour eux. Il dit, bah, tu vois, ça, moi, mon objectif, c'est vraiment d'effacer ce côté. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui te dit, je vis à Los Angeles, tu dis, waouh, c'était trop bien Los Angeles. Et ben demain, l'objectif de Phoenix Productions, c'est de dire, tu vis dans un pays africain, waouh, c'est génial. Tu vois, parce qu'on aurait mis en place des process, parce qu'on aurait montré des choses au travers de nos productions qui donneront envie, en fait, d'aller s'installer sur place, tu vois, que ce soit en tant qu'investisseur, que ce soit en tant que juste changer de résidence, en fait, tout simplement, et changer de vie, quoi. Ok. Donc, au travers de ce que tu souhaites réaliser, en tout cas, est-ce que tu souhaites aussi influencer quelque part peut-être le monde économique, soit en RDC, soit au-delà avec les valeurs que tu portes un peu plus sur le continent africain? Comment est-ce que tu vois ça? Alors ça, c'est effectivement la principale mission. Outre le projet avec les jeunes filles, où c'est juste vraiment de montrer que ça, c'est juste vraiment lié à la femme, à l'image, en fait, tu vois, de la femme, ça, c'est une chose. Mais effectivement, l'objectif, in fine, c'est de dire, moi, en fait, mon idéal, c'est vraiment, tu vois, la synergie qu'il y a au sein de ADRNS, c'est que cette synergie-là, en fait, elle se répande comme un tsunami globalement sur le continent africain, tu vois. Et donc, en effet, dans mes productions, je mettrai en avant, effectivement, tout entrepreneur ou toute entreprise ou tout ce qui est made in Congo par des Congolais. Point barre. C'est-à-dire que c'est très, très clair dans mon esprit, c'est très simple. Moi, du mieux que je peux déjà en France, j'essaie vraiment au maximum de mettre en avant effectivement toutes les personnes issues de la communauté. Et pour te dire, tu vois, moi, j'ai des personnes qui achètent des choses ici et qui vont revendre ça au Congo. Et moi, chaque fois, je leur dis, mais les gars, je te donne un exemple très concret. J'ai une personne dans mon entourage qui me dit, écoute, les pâtes au Congo, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc les spaghettis, hein, italiens. Donc, il achète des panzani ici.
qu'il met dans un conteneur, qu'il envoie au Congo. Le paquet de 1 kilo, il le découpe et il en fait des sakomi, tu vois, des petits machins comme ça, tu vois. Donc moi je suis très, tu vois, très pragmatique. Je dis, mais attends, les pâtes, c'est combien d'ingrédients? C'est de la farine, c'est de l'eau, c'est des œufs, peut-être du beurre. J'ai dit, ces 4 ingrédients-là, tu les as dans ton pays. J'ai dit, ça va te coûter moins cher de prendre 2 nanas, de les mettre dans un local. Tous les jours, elles viennent. Juste achète les machines pour faire des pâtes. Hein. Parce que tu sais, les pâtes, ça se fait avec une machine à la maison. Je ne parle pas au niveau industriel. Mais je lui dis, mais pour commencer, parce que quand tu prends ton conteneur que tu dois le dédouaner à Kinshasa, ça te coûte déjà 15 000 euros. Tu achètes tes pâtes avec de la TVA. C'est juste des maths, hein, avec de la TVA. Tu vas sur place, tu en as déjà pour 20 000 euros. Est-ce que tu es sûr que les pâtes que tu vends, là, tu vas amortir tes 20 000 euros plus ton billet, plus ton séjour? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si tu fais faire à des nanas sur place des pâtes, que tu achètes tout sur place, déjà tu fais travailler des gens sur place, tu produis sur place. Alors même si tu ne produis pas beaucoup, mais si tu peux ne serait-ce que produire sur 2 jours, mon gars, la fois d'après, tu vas produire sur 5 jours et puis tu vas ramener… Enfin, tu vois, moi, je suis dans cette mentalité-là. Je préfère faire pas beaucoup, mais être cohérent dans ce que je suis en train de faire. Mais bon, après, chacun a sa vision. Mais n'empêche que c'était une problématique qu'il n'avait pas… En fait, c'est quelque chose qu'il n'avait pas vu sous cet angle-là. C'est pour ça que c'est bien aussi d'échanger parfois sur les projets. Tu sais, tu as des gens qui te disent raconte pas tes projets, on va te piquer l'idée, machin. Moi, je suis, comment dire, à l'américaine, c'est-à-dire je suis sans complexe là-dessus parce que je me dis, quand tu as une idée, tu as une vision. C'est ça. Le problème, c'est que celui qui te vole ton idée, il n'a pas la vision. Exactement. Il va peut-être avancer sur 1 an, mais après, il ne saura pas quoi faire. Tu vois, donc du coup, ça va flopper. Et toi, tu vas revenir derrière, tu vas reprendre la même chose. Et c'est pour ça qu'on a des concurrents en réalité. Parce que tout le monde a la même idée. Le problème, c'est comment tu emmènes ta vision. Tu vois, tout le monde a fait des baskets, mais tout le monde n'est pas like. Tu vois, oui. c'est ça le truc. Donc, et comme j'ai discuté avec lui en ce sens-là, il m'a dit, écoute, Tina, tu as raison, je vais y réfléchir, je vais faire mes petits calculs. Et bon, là, il n'est pas encore revenu vers moi pour me dire si c'était opportun ou pas. Mais moi, l'idée, effectivement, c'est qu'économiquement, mettre en valeur effectivement les entrepreneurs au travers d'émissions, au travers de sujets que je pourrais traiter dans des documentaires, dans des séries aussi, parce que c'est important, les séries, on s'identifie beaucoup dans les séries, puis ça participe à l'imagination et la conscience collective, tu vois, de développer des idéaux comme ça africains, enfin, en tout cas de personnages africains. Et donc voilà, tout simplement. Okay. Bon, en tout cas, félicitations, bravo. Moi, j'aimerais juste te laisser un conseil, une recommandation, c'est qu'aujourd'hui, tu es focus RDC Congo. Donc déjà, encore une fois, vous avez un marché énorme, donc je ne peux que t'encourager à foncer là-dessus. Mais une autre vision qui pourrait être une étape après, c'est de se dire, viser les bassins du Congo, c'est-à-dire que tu inclus le Congo en face, tu inclus les 11 pays qui sont tout autour, en fait, pour vraiment, coucou, pour vraiment élargir en fait la vision. Et du coup, tu vois, dans un étape 2-3, se dire que voilà, tu vas vraiment embrasser d'autres pays une fois que tu auras bien atteint déjà ta première cible. Et je pense que ça permet de donner de la suite, en tout cas, dans ton modèle. Absolument. En fait, si tu veux, ici, là, dans les émissions que je vais développer à partir d'ici, depuis ici, effectivement, c'est vraiment l'ensemble des entrepreneurs de l'Afrique, globalement, qui m'intéressent. Parce que, comme tu dis, ça va me créer après moi derrière des synergies avec différentes, j'allais dire communautés, même si j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas avec différents peuples africains sur place. Et dans un second temps, parce que je peux pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est vraiment d'abord d'avoir mon ancrage déjà à Congo-Kinshasa, et il y a déjà beaucoup à faire, tu vois. Et ensuite, effectivement, petit à petit, commencer à m'élargir de par le réseau que j'aurais pu déjà constituer ici au travers des émissions que j'aurais réalisées avec différents entrepreneurs de différentes communautés, tu vois. En tout cas, c'est vraiment l'objectif. En tout cas, c'est la direction vers laquelle je veux tendre. Okay. Mais en effet, moi, il n'y a pas que le Congo, tu vois. Il y a plein d'autres pays où il y a juste des trucs dingues, quoi, tu vois. Par exemple, le Nigeria, au niveau du cinéma, déjà, les mecs… c'est énorme. On a des contacts en plus, hein, Hollywood, même au Rwanda. Hein. C'est vrai. Mais le Rwanda, je suis hallucinée de ce pays. C'est incroyable. Je prévois d'y aller là.
On Ouais, va moi faire aussi, la bah, on va faire un Tanzanie. voyage d'affaires, donc calons-nous pour qu'on Ah puisse bah amener oui, tout le monde là. franchement, ouais. Non, mais moi, j'ai ne serait-ce que la curiosité de comment ce pays s'est transformé en peu de temps. Je suis juste estomaquée. Bon, après, ça reste un petit pays, mais l'effort est là, tu vois. L'effort a été fait, quoi. En tout cas, merci déjà pour tous ces éléments que tu nous as apportés. Donc maintenant, je vais laisser la place aux amis s'ils ont des questions, qui n'hésitent pas à te les poser directement et Ça marche. interagir avec toi. Donc les amis, vous avez un micro ouvert, donc celui qui veut prendre la parole, qui n'hésite pas. Élite, on ne t'est pas connu. Bon, d'accord, d'accord. Oui, moi, je veux bien commencer. Vas-y Stéphane. Voilà. Donc, enfin, moi, je veux une fois de plus remercier Tina parce que franchement, son propos est très, très inspirant, hein. Franchement, il nous emporte. Et donc, je me pose la question, les 4 émissions, tu les lances d'un coup ou tu as déjà un cadencement qui est prévu? J'ai un agenda, effectivement. Je vais commencer par l'émission économique. Pourquoi par l'émission économique? C'est juste une question de chiffre d'affaires, parce que c'est celle qui, financièrement, je pourrais mieux vendre aujourd'hui, tout simplement. Donc, je vais commencer par celle-ci. En fait, il y en a 2 qui vont être lancées en même temps et les 2 autres vont être lancées en décalé, parce que derrière, en fait, si vous voulez, j'ai l'émission économique, j'ai 2 émissions d'interview, pardon. Et la dernière émission, c'est un talk show féminin, voilà, sur l'actualité, sur l'actualité politique, ici et ailleurs. J'ai vraiment envie de faire intervenir quelque chose, j'ai vraiment envie que ce soit transversal, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, Dimitri, moi, la problématique que j'ai ici, c'est que les émissions politiques des pays africains, en tout cas les informations politiques des pays africains, j'ai le sentiment que j'ai pas assez de flux, en fait, de ces informations-là. Et pourtant, il y a des sujets super importants. Là, il y a quelques temps, notamment sur le média français que le Sénégal a exclu, j'ai oublié le nom. Tu vois, c'est Il y avait RFI. RFI. RFI, voilà. RFI, tu vois. Je trouve que ça, c'est important qu'on puisse avoir ces informations-là en temps réel. Je sais que Kémy Séba fait beaucoup de choses sur le continent. Et pareil, si tu loupes un de ses lives, tu n'as pas l'information forcément. Voilà, donc il y a plein de jeunes comme ça qui militent et qui ont des propos vraiment très, très, très pertinents, mais dont la parole n'est pas forcément relayée, quoi, tu vois. Donc, faut connaître, faut qu'on t'envoie un lien, faut machin, c'est des partages. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore cette facilité de faire circuler l'information déjà, tu vois. Alors que, encore une fois, on est quand même dans une ère où l'information devrait être quelque chose qui circule comme ça, tu vois, alors que pas du tout. Mais en effet, pour répondre à ta question, j'ai un planning, mais à partir de septembre, parce que là, je suis en train de constituer les équipes. Comme je te disais, Dimitri, il faut que je trouve un alternant, des stagiaires, un local. Et donc, à partir de septembre, les tournages vont débuter. Vite Pour comme une la Silicon diffusion. Valley pour pouvoir partager les locaux. Ouais. Moi, Je ne sais pas, est-ce que c'est toi qui feras, par exemple, la présentatrice ou ça non, aussi tu vas recruter? j'ai quelqu'un. Non, j'ai essayé de faire les. Demande à Dimitri, il m'a vu. C'est très chaud. Si c'est pas ton métier, tu peux pas t'improviser. Et moi, pour te dire, j'étais une présentatrice. On ne me voyait pas. On n'entendait que ma voix, tu vois. Et l'exercice est compliqué quand même. Donc je me dis, si en plus il faut qu'on me voit, les lumières, machin, c'est pas la peine. Et puis c'est un métier aussi, hein. Donc je peux pas être à la production et devant. C'est compliqué. D'accord. En tout cas, Monsieur Stéphane Kobo, vous pouvez être parmi les journalistes qui a une voix et qui a un savoir-faire. Enfin, je vous mettrai en relation. Bah, tu sais quoi c'est intéressant que tu me dises ça, parce qu'en fait, l'émission là que je suis en train de développer, donc économique, ça va être une émission dans la semaine. Ça va être une émission sur la semaine. L'émission dure 50 minutes, mais je l'ai décomposée de sorte que l'interview à proprement parler dure 30 minutes et les 20 autres minutes, on est sur autre chose. Mais j'ai créé, en fait, il y aura des éditions spéciales qui vont durer 1 heure et demie, où là, ce sera vraiment un talk, parce que j'ai envie de créer aussi une synergie avec différents entrepreneurs. Tu vois, peut-être un banquier, peut-être 2 entrepreneurs dans différents secteurs, un juriste, enfin, tu vois, quelque chose vraiment de très dynamique, et où j'aimerais bien aussi avoir, pour accompagner la présentatrice, parce que
Depuis tout à l'heure, je vous dis, mais les présentateurs ne sont que des femmes. Désolé, messieurs, mais ce sont que des femmes. Et l'idée, c'est effectivement que dans cette émission-là, pour le coup, qu'elle soit accompagnée avec quelqu'un qui puisse aussi, tu vois, intervenir et donner le change et enfin, voilà, avoir deux animateurs, en fait, finalement, tu vois. Il a le sens de la répartie, je confirme. Donc, Ça marche. Merci Dimitri de me faire de la pub. Et donc, Tina, moi j'ai une dernière question. Ça coûte combien finalement une saison d'une des émissions en moyenne? Ça va Tu veux dire coûter à combien produire? à produire, oui. Si c'est pas Alors, ce qu'il faut tabou. savoir. Non, 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 non. Alors, je te dis, moi, je suis à l'américaine, donc niveau finance, aucun tabou là-dessus. Ce qui va te revenir cher, potentiellement, ça va être tes. En fait, si tu veux, je vais t'expliquer juste les postes, en fait. Quand tu fais une série, il faut que tu fasses attention parce que tu as les locaux, peut-être que tu dois potentiellement louer en fonction de ce que tu fais. Tu as les acteurs que tu dois payer. Tu vas avoir derrière à payer tout ce. Alors, tu vas avoir derrière à payer tout ce qui est tes techniciens. D'accord? Donc, en fonction de comment tu envisages, tu as potentiellement. Moi, je sais que j'ai un rédacteur, par exemple, pour mes émissions. Moi, j'ai donné la ligne directrice et j'ai des rédacteurs. Les rédacteurs, une pointure, il faut que je te présente Dimitri, mon rédacteur en chef, une bombe atomique. Il a été journaliste à Canal+, mais c'est un jeune, hein, Canal+ Afrique. Il a 33 ans, je pense. Et en plus, le gars connaît, mais littéralement tout le monde. Mais quand je te dis tout le monde, c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'il est hyper connecté dans le milieu de la culture, par contre, tu vois. Donc, tout ce qui est… là, le dernier prix Goncourt, c'est un pote à lui, je crois qu'ils ont grandi ensemble. Le dernier prix Goncourt qui est sénégalais. J'ai oublié le livre qu'il a fait, mais Léo Caddy doit le savoir, du coup, parce qu'elle est aussi écrivaine. Mais en tout cas, il le connaît personnellement. Il connaît tout le monde. Et donc, lui, il rédige pour moi. Donc, tu as ces gens-là aussi que tu dois rémunérer derrière. Après, là où ce qu'il faut savoir aussi dans la production, c'est que tu fais de la télévision. Donc, il y a beaucoup de chefs de poste aussi qui peuvent être gratuits si tu négocies bien. C'est-à-dire les vêtements de tes collaborateurs, les placements de produits. Par exemple, tu as des gens qui vont te dire, moi, je sais pas, je dis des bêtises, j'ai un restaurant, je peux te livrer de la nourriture pour le film ou parce que les gens doivent manger aussi dans la production. Hein, c'est ça le truc. Donc, tu as besoin d'un poste aussi de denrées alimentaires. Et tout ça, là, tu peux le négocier en disant, voilà, moi, je te crédite sur tel et tel poste parce que le matériel, c'est pareil. Soit tu l'achètes, soit tu le sous-loues. Mais quand tu le loues, pardon, tu peux dire, moi, je sais que j'ai travaillé avec quelqu'un comme ça, le matériel son qu'on louait, et je lui ai dit, voilà, moi, je cite ton nom dans le générique, parce qu'on peut s'arranger financièrement. Au résultat des courses, j'ai eu moins 70%, tu vois, avec des paiements, échelonnés. Donc, ça peut te coûter cher, mais ça peut aussi ne pas te coûter cher. Tu vois, c'est comment tu négocies après tes connexions, ton réseau. Est-ce que tu as un copain qui a un Airbnb qui peut te prêter un logement pour faire une série? Si tu as décidé de faire une série à huis clos, si tu as décidé de faire une série à l'extérieur, en fait, tout dépend en fait de comment tu réalises en fait finalement. Donc moi, je sais que ça me coûte pas beaucoup parce que j'ai pas encore les sous, mais t'en as qui font exploser les prix. Hein, donc ça dépend. il y a M. Massala qui a levé la main. Merci. Merci Stéphane. Oui, et bonsoir encore, et puis merci pour cet exposé brillant et compréhensible. Moi, j'ai retenu deux petites choses que j'aimerais que tu puisses préciser. Alors, je ne sais pas par quel canal ton émission va passer, ou par quel média, je veux dire par là, est-ce que à la radio, la télévision, ou simplement Internet. Si c'est Internet, si c'est en live, comme j'ai cru comprendre, peut-être que j'ai mal compris, quels sont les horaires? C'est ça? Comment les horaires, comment suivre vraiment ton émission? Il faut peut-être donner un aspect des horaires. Alors, sur le côté pratique, effectivement, sur les émissions, comme je disais, pour l'instant, moi, je suis en partenariat avec les jeunes de Grigny là, qui ont créé leur chaîne de télé, mais ils n'ont pas encore leur canal de diffusion. Ils n'ont pas encore leur date de diffusion, parce que c'est les deux éléments dont les gens ont besoin.
c'est-à-dire la date de diffusion et le canal de diffusion. Mais en attendant, moi, ce que je comptais faire, parce que moi, derrière, je dois aller chercher aussi des financements, je voulais déjà effectivement mettre sur YouTube, par exemple, pour faire très simple, je mets sur YouTube déjà quelques-unes des émissions. Je me suis donné 6 mois pour aller chercher les financements. Donc, je les mets sur YouTube. Après, c'est des vidéos qui ne vont pas être en direct. Donc, elles vont être diffusées. Il y en a elles vont être une fois par semaine. Il y a 2 émissions. Pour les 4 émissions, il y en a 3 que j'ai travaillées. Donc, sur les 3 que j'ai travaillées, il y en a 2, ça va être des hebdomadaires, donc tous les jours. Et il y en a une, effectivement, qui va être des quotidiennes, pardon, et il y en a une qui va être hebdomadaire. Donc, une fois par semaine, l'émission, elle est là, mais les autres, ce sera tous les jours. Pour l'instant. Et après, ce que j'ai prévu aussi, c'est que moi, de mon côté, en tant que boîte de société de production, ce que me demandait Dimitri aussi tout à l'heure, c'est que comme j'ai besoin d'aller chercher des financements et j'ai envie d'être connue aussi, je vais organiser un événement, en effet, parce que l'idée, ce n'est pas juste que je fasse des séries et des émissions, je reste une boîte de production, donc je peux répondre aussi à des appels d'offres sur différents projets. Je dis des bêtises, je ne sais pas, Dimitri, moi, si tu me dis, Tina, écoute, j'ai besoin que tu filmes mon événement, est-ce que tu as des techniciens qui peuvent se déplacer, tout ça, machin? Bien sûr, déjà, ça me fait la main sur ce genre de sujet-là. La sortie des afters, t'inquiète, hein, tu es là et on lance. C'est ça, tu vois, c'est tout ça, en fait. Donc, moi, ça, c'est moi ce que je fais personnellement. Après, derrière, je peux répondre à des appels d'offres. Et donc, tout ceci, effectivement, je ne peux pas le planifier tout de suite, mais en tout cas, à partir de septembre, on est sur YouTube, ça c'est sûr, parce que j'ai besoin de faire connaître l'émission, j'ai besoin que les gens la voient pour pouvoir me suivre derrière sur des financements. Et ensuite, dès que mes partenaires ont la chaîne de télévision, on crée l'événement, on dit que les émissions vont être lancées sur Orange, sur tel canal, et connectez-vous pour la première, pour la deuxième, etc. quoi. La deuxième observation, c'est que, un peu, c'est pour rebondir à ce que Dimitri a déjà mentionné sur l'ouverture de ton émission à plusieurs pays, par exemple. En fait, je dirais d'abord que je pense que on fait la duplication une fois qu'on a éprouvé. Donc, ma recommandation, il faut d'abord que vous prouvez déjà vos compétences, que l'émission se pérennise, déjà simplement au niveau de LDC. Et une fois que vous sentez que vous avez la main libre, c'est-à-dire vous êtes à l'aise, ça s'est pérennisé, vous pouvez la dupliquer facilement ailleurs. Tout à fait. Ça, c'est une observation. Et maintenant, par rapport aux invités, alors là aussi, je dirais, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Je te recommanderais, par exemple, d'aller voir déjà Mandanda, d'aller voir Nkunku, Mandanda de Marseille. Hein, oui, je vois très bien. Voilà. On a des écrivains ici pas mal. Il y a, par exemple, au Congo, Brazzaville, on a Alain Mambankou qui est quand même prisé. Et là, aujourd'hui, maintenant, la vraie question, aujourd'hui, on a, dans le gouvernement Macron 2, on a un ministre quasiment franco-sénégalais. Je ne sais pas si tu pourras arriver à l'atteindre, mais sinon, au moins, c'est conseillé. C'est des pistes à voir, mais la question que je me posais, est-ce que j'ai cité tels que les Mandanda, les Nkunku, les Mbappé, c'est des gens qui ont déjà joué dans l'équipe de France. Est-ce qu'ils aimeraient jouer aussi dans l'équipe africaine? Mais ça, c'est typiquement, en fait, en fait, la question que vous venez de poser, c'est exactement le type de question que moi, j'ai envie de poser dans cette émission-là. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de, comment dirais-je, de mettre des gens en difficulté. Ce n'est pas du tout le propos. Mais c'est vraiment d'aller comprendre, en fait. J'écoutais la dernière fois les funérailles des tabous. Et le jeune entrepreneur qui était là, on lui a posé la question, est-ce que Mbappé, en Afrique, parce que c'est un entrepreneur qui œuvre pour que les gens investissent en fait en Afrique globalement, et il lui posait la question, est-ce que Mbappé, il représente, en tout cas, est-ce que les jeunes Africains se voient en Mbappé? Et il a répondu, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils vont se reconnaître peut-être sur Samuel Eto'o, sur Didier Drogba,
mais pas sur Mbappé, parce que Mbappé, il a affirmé son identité française, il ne se reconnaît pas comme africain, entre guillemets, en tout cas, ce n'est pas la culture qu'il met le plus en avant. Et donc, non, ils ne vont pas forcément aller vers ça. Et c'est ces sujets-là, en fait, qu'il faut aussi poser des questions en ce sens-là pour que les gens que ce soit clair dans l'esprit des gens et qu'on essaie de comprendre aussi pourquoi. Parce que nous autres qui vivons ici, en tout cas, moi, je sais qu'en étant né en France, grandi longtemps en France avant de connaître mon pays d'origine, j'avais cette double... On a quand même ce problème identitaire, il ne faut pas se mentir. Hein. Moi, j'ai été au lycée dans le 16e, ensuite après, j'ai été à la fac à Paris 2, donc des Noirs, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et quand il y a des Noirs, c'est des fils de ministres et de machins. Donc, et quand on grimpe les années en fac, on a de moins en moins de Noirs. Ce qui fait que j'ai commencé vraiment à être avec des Noirs, vraiment beaucoup. J'étais déjà en train de travailler, quoi. Vous voyez ? Donc, du coup, on a quand même ce truc de... On est vraiment blanc, en fait, dans notre tête, pour ne pas mentir. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est parce que, voilà, j'ai regardé mes théâtres, j'écoutais du Koffi Olomidé, j'étais à fond, j'allais chez mes cousines, des cousines congolaises, quoi, normal. Donc, du coup, ça m'a quand même maintenu, mais je peux comprendre qu'on se perde. Et c'est en ce sens-là aussi que j'ai envie d'interroger les grandes stars de chez nous, qui sont d'origine, pourquoi ils n'ont pas envie de... Je sais que il y a des joueurs qui ont voulu jouer dans l'équipe nationale parce que, par défaut de ne pas avoir été sélectionné par la France, mais le premier choix était quand même la France. Donc, voilà, demander pourquoi, comment. Vous voyez, pareil, Maître Gims, il a voulu être français. Pourtant, quand on l'a refusé la nationalité, il est parti chercher son passeport diplomatique. Donc, voilà, savoir un peu comment on se positionne et qui œuvre vraiment, finalement, pour l'expansion de la communauté africaine et qui font semblant, quoi, tout simplement. Qu'on sache. Comme ça, les gens savent, on est fixés, quoi. Et même les jeunes comme le dernier en date là qu'on a vu qui était chez Zemmour, là, j'ai oublié son prénom, le jeune garçon. Exactement. Moi, des gens comme ça, j'ai envie de les voir. Et en fait, ce qui me désole, c'est lorsque je vois des émissions où il y a un noir qui a fait une connerie ou je ne sais pas quoi, où il y a quelqu'un du Front National qui a tenu des propos racistes ou outrageux ou choquants, et qu'on fasse venir des noirs qui ne savent pas parler. Mais ça peut me tuer. J'ai l'impression que c'est fait exprès. On met en face des gens qui parlent très bien, qui s'expriment bien, qui ont fait des études, et en face d'eux, on leur met des noirs, on ne sait pas d'où ils sortent, ils ne savent pas s'exprimer, ce sont des pseudo-rappeurs, parce qu'il y a rappeurs et rappeurs, ce sont des pseudo-rappeurs ou des pseudo je ne sais pas quoi, on les met en face des jeunes de machin identitaire, là, les mecs qui les dégomment en 2 secondes, et nous, on passe pour des cons. Mais attendez, ça, j'en peux plus. Donc, du coup, j'ai envie de créer quelque chose de dynamique, et j'aimerais bien, effectivement, que dans ces émissions-là, que je puisse faire venir des maréchals de Pelle, qui nous expliquent pourquoi nous, les Noirs, on n'a pas le droit d'être en France. J'ai envie de faire venir vraiment des gens qui nous expliquent, mais face à des gens qui pourront leur apporter des éléments de réponse, peut-être auxquels ils ne s'attendent pas, tu vois, et qui soient un peu... En fait, c'est un jeu, finalement. C'est-à-dire qu'on met en face de vous des tontons et des tantines qui s'expriment bien, qu'on connaît, dont on a impressionné Éric Zemmour. Des fois, on lui met des gens, franchement, je me dis, mais sérieusement, c'est Éric Zemmour quand même. C'est-à-dire que le mec, en termes de débit de parole, déjà, voilà, en termes d'éloquence, tu pleures. Donc, mettez-lui quand même des gens sérieux, quoi. Ne lui mettez pas des guignols, tu vois. Ok, en tout cas, merci. Oui, mais c'est la personne qui fait son émission qui choisit aussi les gens qui veut l'inviter. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est un jeu, en fait, in fine. Et comme nous, en fait, on n'est pas, c'est toujours la même question. Comme on n'est pas à l'origine des choses, on subit. L'idée, c'est de ne plus subir, en fait. Tu vois. L'idée, c'est de plus subir. Et je me dis, au fur et à mesure, l'émission, elle va prendre. Et plus. Après, on a aussi des gens dans la communauté qui sont vraiment open. Je sais que quelqu'un comme Kébi Seba, il vient partout, voilà, il est éloquent, il donne de la voix, il s'exprime. Donc, avoir des gens comme ça tout de suite qui sont open, Harry Roselmack, c'est quelqu'un qui vient tout le temps dans les événements africains. Moi, je l'ai croisé plusieurs fois, tu vois, même si l'événement, il est quand même là, il donne de la force. Donc, il y a quand même des gens qui peuvent donner de la force à l'émission et qui puissent la pousser pour que je puisse, tu vois, au fur et à mesure, avoir des personnes, j'allais dire, de poids, quoi. Alors, on a Ghislain qui a levé la main. Bonsoir Ghislain, bienvenue parmi nous en tout cas. Oui, bonsoir Dimitri, bonsoir. En tout cas, je suis arrivé en cours de route. En fait, moi, je voulais juste avoir une précision.
comment je parle à Tina, comment tu te différencies, comment tu te démarques par rapport aux offres existantes? Je pose cette question parce qu'en RDC, moi, quand j'y vais là-bas, je vois il y a environ plus de 100 chaînes de télévision. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, comment tu peux faire, toi qui viens d'ici, avec toute la volonté que tu as pour pouvoir vraiment te démarquer et être audible? Voilà. C'est juste cette question parce que je pense que cette approche peut être importante pour toi pour éviter d'aller te noyer parce que vraiment sur place, moi j'ai vu qu'il y a déjà les niveaux, comme tu l'as dit, est très élevé. Donc, comment toi tu fais pour te démarquer par rapport à ce qui existe déjà? Voilà. En fait, moi, j'ai beaucoup regardé les émissions. Je suis beaucoup les émissions globalement congolaises pour essayer de comprendre tant celles de divertissement que les émissions un peu comme de politique et tout, pour voir un petit peu. Et en fait, si tu veux, il y a deux choses déjà qui sont pour moi, il n'y a pas besoin de faire des efforts. Déjà, c'est la qualité. Déjà, pour juste être au niveau de la qualité des autres. Donc déjà ça. Et deuxièmement, il y a le propos. Comment ma ligne éditoriale, en fait, comment elle va être faite. Et surtout, derrière, il y a comment tu diffuses. Et concernant la diffusion, moi, je suis allée chercher aux États-Unis. Je me suis inspirée des États-Unis. J'ai vraiment bûché sur mon truc. Je suis allée m'inspirer des États-Unis. Déjà, je vais reprendre le concept que j'ai vu là-bas, ici. Donc ça, je vous laisserai la surprise pour la première quand ça va être sorti. Vous verrez par vous-même. Donc, je suis déjà allée chercher ça là-bas. Et ensuite, deuxièmement, moi, je travaille avec un rédacteur, je ne sais pas si tu as entendu, qui a travaillé chez Canal+. Moi, pour moi, aujourd'hui, sur la télévision française, je trouve que Canal+, et en plus, je suis un enfant des années 80, donc Canal+, je suis vraiment dedans, quoi. J'ai grandi avec et j'ai vu les évolutions de Canal+, comment elles ont évolué. Et si tu veux, ils ont un temps d'avance. Tu vois, ce temps d'avance qu'ils ont surtout sur les émissions, sur les concepts de séries, sur toutes ces choses-là, ils ont toujours des créations originales, ils ont toujours un temps d'avance. Et donc, je me suis arrangée, moi, dans mon équipe, parce que moi, j'ai déjà la trentaine passée, et je pense qu'à partir d'un certain moment, on reste quand même pas mal bloqué sur ses acquis. Et le truc, c'est que la jeunesse, c'est celle qui nous apprend des choses. Tu vois, moi, j'ai des enfants maintenant, j'ai un enfant de 6 ans, il m'apprend des choses. Tu vois. Donc, du coup, moi, l'idée, c'est vraiment d'être avec eux et de dire, voilà ma direction. Encore une fois, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que moi, je n'ai pas un truc artistique, tu vois. Mais moi, j'ai une vision. Je sais ce que je veux faire et je sais ce que j'ai envie qui ressorte de ces émissions-là. À partir du moment où moi, j'ai posé ce canevas-là, je mets maintenant en place, et c'est là aussi où nous, on a du mal, c'est-à-dire que, en tout cas, moi, je parle pour moi en tant que productrice, mais globalement en tant que quelqu'un qui propose quelque chose, c'est qu'on a du mal sur tout ce qui est… on ne fait pas attention en fait aux petits détails tels que le logo de tu as la marque pour qu'elle reste dans la tête des gens, tout ce qui est marketing, tout ce qui est communication, tout ce qui est créer des événements. Parce que c'est comme ça en fait. Je vous rappelle que Coca-Cola, c'est le Père Noël. Il ne faut pas oublier, Coca-Cola, c'est le Père Noël. Vous voyez, toutes ces petites choses-là, c'est sur toutes ces choses-là en fait que je vais travailler à côté des émissions pour donner de la plus-value, pour donner de la visibilité, pour faire parler de mon émission. Et une fois que les gens, au niveau de la com, ça aura pris, parce qu'effectivement, je vais me noyer dans toutes les propositions qu'il y a aujourd'hui en termes de contenu, une fois que la com, elle aura pris et qu'elle aura « Ah, tiens, il y a un truc là-bas qui brille, ça a l'air d'être pas mal. Maintenant, qu'est-ce que cette personne dit ?» Tu vois. Et là, maintenant, « Ah, tiens, t'as vu comment elle a interviewé telle personne ou t'as vu sa série, de quoi elle traite comme sujet? Ah ouais, trop bien et tout, machin. » Je dis, non. Petit à petit. Moi, je n'ai pas la prétention d'arriver demain et de dire, bon, c'est moi, nouveau Spielberg, je contrôle la zone, pas du tout. Mais moi, j'ai un objectif, j'ai une idée, j'ai une vision et je sais, en tout cas, à 50%, le minimum que je dois faire pour arriver là où j'ai envie d'aller. Après, il y a des choses qui, naturellement, vont venir se greffer et d'autres gens qui vont me dire, attends, Tina, tu as fait ça, c'était pas ouf. Je pense que si tu fais comme ça, ce serait peut-être mieux. Et on modifiera en ce sens. Tu vois. Ghislain, est-ce que la réponse… Oui, je pense que ouais. Mais c'est quand même important d'en tenir compte parce que moi, ce que j'ai vu là-bas, je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont, désolé, il y a mes filles avec moi, beaucoup de jeunes qui sont formés en Tunisie, au Maroc, en tout cas au Maghreb, qui reviennent. Et c'est pour ça les niveaux, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, voilà, le niveau est quand même là.
Et l'un des gros problèmes que j'ai vu, il y avait beaucoup de chaînes de télévision qui sont orientées à la religion, mais sinon, pour le reste, les news. En tout cas, j'ai vu, il y avait quand même des chaînes de bonne qualité. Donc, voilà, je pense que si tu arrives vraiment à te démarquer, ça peut t'aider à déjà être audible, parce que c'est ça qui est très important. Et en sachant que si tu commences l'année prochaine, ces élections présidentielles, il faut C'était vraiment, l'objectif. voilà, donc, et je sais que moi qui suis dans l'informatique, dans le digital, je peux te dire que oui, il y a beaucoup de gens qui brassent beaucoup d'argent pour être audible pendant cette période-là. Donc, je pense que si tu fais le nécessaire aujourd'hui, tu te démarques, je pense que oui, tu as plus de chances de réussir à te démarquer vraiment, surtout pendant cette période-là. Voilà. Ouais, Tu de es basé profiter où, de la toi? période pour me démarquer, c'est ça? Oui, parce qu'en gros, la plupart des candidats ont besoin des équipes de com et en général, ils cherchent des gens qui ont quelque chose de différent par rapport à ce qui existe déjà. Bien Et les sûr. gens sont prêts à mettre beaucoup d'argent. Ça, j'ai confié parce que moi, j'ai une amie qui est rentrée, je pense que ça doit faire maintenant 2-3 ans. Et au début, elle était partie pour faire des émissions. Aujourd'hui, elle fait du community management pour 5 ou 10 politiciens. Donc, il y a une équipe qui gère ça. Voilà. Bah oui, mais parce que la com aujourd'hui, voilà, c'est la base, quoi. Tout passe par la com. Avant qu'on entende ce que tu as à dire, on regarde déjà tout ce qu'il y a autour, toute ta com et tout ton marketing, quoi. C'est important. Tout à fait, je confirme. Et Ghislain, tu es basé où, toi? Moi, je suis un peu, pas simplement au Congo, mais je suis au Bénin, au Sénégal, un peu au Congo-Brazzaville aussi, et en Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, Au Cameroun, ouais, j'allais oublier. Au Cameroun, ouais, voilà. Par contre, moi, en fait, à la base, je suis dans l'informatique. Maintenant, je me bascule progressivement vers la transformation agroalimentaire. Voilà. D'accord. Bon, bah, c'est très bien. Tous les pays que tu as cités, ils sont présents hein, là sur l'écran. Tout à fait, oui. Donc, bienvenue parmi nous et ça fait plaisir de t'avoir. Par contre, on ne sait pas comment Ghislain arrive à être à tous ces endroits en même temps. En fait, c'est une question de connexion. Hein. Je pense que quand tu as quelqu'un qui s'y connaît bien, voilà, ça aide beaucoup pour s'implanter, que ce soit pour... Ok. Bah, s'il y a quelqu'un qui a une autre question, n'hésitez pas. Juste oui, alors... transformer, en fait. Oui, je sais que j'ai fait au Bénin. Au Bénin, en gros, je transforme du manioc et farine de blé en quoi Ah, la liaison avec l'Afrique orange. Mais que fait Orange hein, pourtant, c'était fluide jusque-là. J'aurais pas dû faire ma boutade. Hein. Ah, ouais. Je pense qu'il est dans la transformation du moringa aussi. Hein. C'était notre voilà. Mais aujourd'hui, au Bénin, en gros, on fait vraiment ça. On transforme, on fait. On ne saura jamais ce qui se fait. Ah, mais oui, il était à côté de notre stand, je me rappelle. Ah oui? Non, des pâtes. Ah oui, donc ça nous a donné raison quand je disais aux gens qu'on pouvait faire des pâtes avec du manioc. Les gens me prenaient pour un fou. Et donc là, voilà. Tu vois, les pâtes, tout à l'heure, je te parlais des pâtes. Oui. Tu vois? Oui. Et avec le manioc, c'est chez nous. Enfin, tu vois, je veux dire, pas besoin d'aller acheter des panzani, quoi. N'importe quoi. Mais du coup, là, je vais lui dire ça, à mon pote. Et du coup, moi, je me suis... Ghislain, ça coupe, hein? Ouais. C'est pas facile. C'est dommage. Mais oui, c'est vrai, je me rappelle maintenant. Ghislain était juste à côté de notre stand, à côté de Paris. Il est aussi dans le tourisme, mais ça, il n'a pas dit. Karine, à toi. Oui, juste un petit point. Alors, du coup, la cible, c'est les émissions dans 6 mois à peu près. Hein, c'est ce que j'ai noté, Tina. C'est ça. Et sur les réseaux sociaux, on vous voit où? Comment vous êtes visible? Ah oui, non, pareil, sur les réseaux sociaux, je vais créer des pages, en fait, relatives aux émissions. Tout à fait. Non, c'est pas encore. C'est pas encore parce que je n'ai pas encore tourné. Je commence à tourner à partir de septembre. D'accord. Je commence à tourner les émissions à partir de septembre.
donc pour une diffusion octobre-novembre, par là, en tout cas, sur 6 mois, sur les réseaux, sur YouTube, en tout cas. Et l'objectif, c'est que dans les 6 mois, entre-temps, en fait, si vous voulez, je me suis donné un délai de 6 mois juste pour me laisser une marge, en fait, par rapport à l'obtention de mes partenaires, de leur canal et de leur date de diffusion sur la box Orange, tout simplement. Ok. Mais après, je travaille sur d'autres projets avec Netflix et tout. Et donc, je ne vous ai pas parlé parce que je n'ai pas tout à fait fini, parce qu'il y a des droits d'auteur à gérer. Tu sais, c'est un documentaire aussi, et donc il faut demander aux gens leur accord, il faut qu'il y ait les témoins, il faut que machin, il faut que Netflix valide. Puis Netflix, en fait, ils ont vraiment… L'important, ce n'est même pas le propos chez Netflix, c'est vraiment la qualité de l'image. C'est-à-dire qu'ils veulent des trucs… laisse tomber. Et donc, ça, pareil, qualité de l'image, d'idées beaux locaux, d'idées machin, donc laisse tomber. Donc, en parallèle, je fais ça aussi. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, concentre-toi d'abord, parce que le plus important, c'était les émissions. Pour que derrière, après, je puisse aussi les faire au Congo, parce que je vais commencer au Congo avant, parce que je vais partir au mois d'août au Congo, là. Donc, je vais poser ça là-bas. Je vais réseauter aussi un petit peu, justement, pour mettre en place les émissions pour préparer donc 2023. Donc, avoir un certain nombre de personnes de la politique pour entre autres, hein, pour préparer les élections, en fait. Et pareil, aussi dans ces émissions-là, moi, pour répondre à la question, je crois que c'était Ghislain qui me posait la question, comment je vais me démarquer. En fait, au Congo, l'émission, je l'ai pensée comme, je ne sais plus c'est quelle émission, mais en gros, j'ai envie de faire intervenir des personnes, des étudiants notamment, principalement, parce que c'est eux qui font des études et qui derrière n'ont pas de travail, et de les faire intervenir pour qu'eux aussi, qu'il y ait une sorte de… Le public pose la question suivante. Nous, on a posé nos questions en tant que journalistes et tout. Maintenant, on a des gens du peuple concrètement qui posent des questions et qui vous demandent de rendre des comptes sur la politique que vous avez eue ou sur celle que vous entendez avoir, et que ce soit des gens réels qui viennent sur le plateau, une dizaine de personnes, et qui posent la question directement, ou qui soient assis… je ne sais pas encore comment je vais le faire, parce que pareil, en fait, visuellement, j'ai à peu près, mais concrètement, je ne sais pas si je fais venir une personne par une personne sur le plateau pour poser sa question directement, parce qu'il y a des gens qui parlent très bien quand ils sont chez eux, mais arriver devant les caméras, machin, c'est compliqué d'articuler. Donc, je ne sais pas trop comment je manage ces choses-là. Mais c'est vrai, c'est du stress, en fait, tout simplement. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. C'est horrible à vivre. Mais voilà, donc j'essaie de voir un peu comment je peux mettre tout ça en place. Mais l'idée, c'est ça. C'est beaucoup de travail. Du coup, finalement, l'idée des élections, tu avais déjà pensé. Ah oui, je l'avais déjà pensé depuis longtemps. Ok. Et donc, et le projet par rapport à mettre en avant donc la jeune fille congolaise, ça vient après. Ça vient après, ouais. D'accord. Okay. Mais l'idée, c'est qu'en fait, sur place, en fait, comment j'ai découpé, parce qu'en fait, j'ai pris en fait, si tu veux, j'ai mon rédacteur qui, lui, a fait toutes les émissions. C'est-à-dire qu'il les a faire, ça veut dire, bon, il y a un dossier de production qui explique ce qu'est l'émission, qui explique ce qu'on attend de l'émission, qui explique les objectifs de l'émission et qui explique comment elle va être faite. D'accord ? Plus le montage derrière, la post-production. Donc ça, c'est comme la Bible, en fait, de l'émission. Après, la difficulté, c'est de trouver le présentateur qu'il faut et de trouver une équipe. Donc moi, ce que je fais, c'est que sur une émission, ou deux, ça dépend, je mets une présentatrice et la même équipe technique. Comme ça, ils ne s'éparpillent pas, en fait. Et moi, je sais que pour cette émission-là, c'est l'équipe A. Pour l'émission B, c'est l'équipe 2. Pour l'émission C, c'est l'équipe 3. Sachant que l'équipe est constituée d'une présentatrice, un cadreur potentiellement, qui très généralement est monteur aussi. Et après, derrière, on va faire les habillages et tout ça, machin. J'ai un infographiste qui me fait tous les logos de mes émissions. Ça reste le même, hein, parce que ça, c'est pas… Voilà, ça reste le même. Mais donc, ce qui veut qu'en fait, je peux mener 2-3 projets en parallèle. D'accord, qui vont peut-être pas forcément être diffusés au même moment parce qu'il y a toujours des problèmes et tout, mais en tout cas, je peux les lancer au même moment, si tu veux. Okay. Mais en effet, d'abord, c'est le projet des élections et ensuite, c'est le documentaire sur les jeunes filles, quoi. Merci bien. Bon courage, hein. C'est bien. Merci. Merci. D'autres questions? Oui, moi j'en avais une par rapport au nom. Tu peux juste nous expliquer le choix du nom, Phoenix Productions? Le choix du nom, je vais vous dire, en fait, j'avais monté une première production. J'avais, en fait, moi, l'idée de faire, c'est fou quand même, hein, l'idée de faire de la production, je l'ai eue en 2012. Je venais de finir mes études, j'avais trouvé mon travail
il y a des gens qui ont de la chance. Moi, j'ai trouvé mon travail en faisant un stage. On m'a dit, tu viens faire le stage de notaire. Hein. Tu viens faire ton stage chez nous, mais derrière, on t'embauche en CDI. J'ai dit, ma foi, oui. Et donc, comme j'étais embauchée en 2011, 2012, c'était quand même très jeune pour me lancer. Je n'étais pas prête, je n'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui pour me lancer. Donc, j'ai laissé traîner ça. En 2000, puis je travaille, je passe à autre chose. Hein. Je commence à faire ma carrière dans le notariat et puis c'était bien parti pour. Puis les événements de la vie font que ma carrière de notariat, elle était un peu en stand-by, parce que tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas machin, donc c'est un peu frustrant, j'allais dire. Et je me demandais qu'est-ce que j'allais faire. Et ensuite, je rencontre des personnes et je me dis, en fait, je suis moi-même interviewée en fait, dans une émission de qualité de notaire. Et la personne me dit, bah, écoute, moi, j'aimerais bien faire une boîte de production, ton profil m'intéresse, parce que lui, il avait une chaîne de télévision déjà qui voulait créer, qui voulait lancer, et il voulait déjà faire du contenu en amont. Moi, j'avais déjà le projet de faire ce talk show que j'avais du coup donc, déjà 3-4 ans auparavant, et je lui dis, tiens, moi, j'ai une production que j'aimerais faire, est-ce que ça t'intéresse pour diffuser chez toi? Et lui me dit, bah, écoute, viens directement t'associer avec nous, en fait. Et lançons-nous comme ça. Donc, on se lance comme ça dans le feu d'action. Mais le problème qui m'est arrivé, en tout cas à moi, c'est que mon associé avait des problèmes de vue qu'il ne m'avait pas dit. Donc, je ne savais pas qu'il avait, en fait, il a un glaucome. Et donc, un glaucome, je ne sais pas si vous savez, mais c'est en fait un problème de vue qui est irréversible et qui, en fait, petit à petit, en fait, on voit comme ça au début et petit à petit, la vision se brouille, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on ne voit plus rien. Et donc, au fur et à mesure, bien sûr, au bout d'un moment, il est obligé de me dire, parce qu'on est quand même dans l'audiovisuel, hein, donc à un moment donné, voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'il me dit, ben, écoute, moi, comme j'ai des problèmes de vue, machin, on fait rentrer ma femme dans la société. Sur le moment, l'argumentation, c'était de dire, parce que tu ne peux pas tout faire, Tina, on fait rentrer ma femme qui, elle, va faire du coup tout ce que moi, je ne peux pas visuellement faire. Donc, j'ai dit oui, sauf que pour avoir eu cette expérience-là, c'est-à-dire que associé minoritaire, un couple comme associé, c'est compliqué en fait pour s'imposer. C'est-à-dire que soit on part en embrouille, soit on subit. Et moi, j'ai subi en fait. J'ai subi. Et au bout d'un moment, j'ai dit stop, machin. Et puis on avait d'autres problèmes, des non-dits, des machins. Bon, j'ai décidé de partir. Et quand je suis partie, ben, moi, je l'ai vécu comme un échec. Donc du coup, je l'ai vécu comme un échec. Je suis restée dans mon coin. Et le problème, c'est comme on avait des collaborateurs, des présentatrices, des machins, des trucs, parce que moi, je suis partie du jour au lendemain. J'ai dit à mes associés que je partais, mais je n'ai pas fait un truc officiel avec nos collaborateurs pour dire que je partais. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à les appeler en disant, bah, vous ne m'avez pas vu depuis 2 mois, c'est la boîte et tout machin. Et chacun d'entre eux, en fait, m'ont dit, bah, écoute, Tina, nous, en fait, on était trop bien. Bah, si tu fais un truc, si tu as besoin, nous, on est là. Et parmi ces personnes-là, il y a une jeune fille qui me dit, bah, écoute, Tina, en fait, toi, tu avais un projet de production à la base, donc pourquoi juste tu ne le reprends pas à toi-même? Et en fait, le fait d'avoir repris comme ça, je me suis dit, je vais l'appeler Phénix, parce que le phénix, c'est l'animal qui renaît de ses cendres. Et donc, comme mon parcours, en fait, fait que j'ai eu des choses à vivre, mais je pense comme tout le monde, en fait, finalement, c'est pas exceptionnel, mais on vit des choses et on décide de se relever ou pas. Et moi, je me suis toujours relevée, donc je me suis dit, Phénix, ce serait bien. Tout simplement. OK. Non, mais très bien, merci. Bon, en tout cas, on a hâte que tu puisses commencer pour qu'on puisse te suivre. Voilà. Merci. Okay. Autre question, je ne sais pas, Dorine qui est là, tu as entendu parler de financement. Est-ce que tu peux accompagner Tina dans ses recherches de financement? Ouassa, tu as peut-être une question, je ne sais pas. Oui, Dimitri. Oui, Dorine. Allô? Oui, je suis là, mais toujours je suis dans la voiture maintenant. Oui. Mais je ne pourrais pas vraiment intervenir. Mais j'ai compris, il faut travailler le projet. Et il faut aller chercher des financements adaptés aussi. C'est ça. Et je sais qu'il y a des fonds d'investissement qui acceptent souvent d'accompagner ce genre de projet. Il faut creuser et puis on verra. OK. Ouais, non, moi, je suis déjà personnellement, comme ça fait longtemps maintenant que je fais de la prod, j'ai rencontré effectivement des partenaires et je sais très bien quels sont les points et surtout ce qu'il faut savoir aussi, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui me posait la question de savoir combien ça coûtait de faire une production. En vrai, de vrai, ce que j'ai oublié de dire,
c'est que tous ces projets-là qui sont liés à la culture, en fait, il y a des subventions pour ça. Il faut juste… En fait, la CNC, par exemple, c'est celui qui finance tout ce qui est cinéma, série, tout ça, machin. Parce que la CNC va te dire, donne-moi tel document, machin, tel truc, machin. Ils te font ça, mais après, derrière, donc en gros, c'est ouvert à tout le monde, mais derrière, il faut quand même moi, par exemple, je suis une production que personne ne connaît, donc il faut que je sois en partenariat avec une production qui a déjà un compte là-bas, d'accord? Il faut que tu prennes un réalisateur qui est déjà connu de leur service, donc il y a toutes ces petites choses-là. Et donc, les gens qui font ces demandes de subvention, qui sont au courant, derrière, eux-mêmes ont développé un business, c'est-à-dire de te connecter, en fait, avec les boîtes de production qui ont déjà un compte là-bas pour que tu puisses travailler avec eux, de sorte que toi, quand tu reçois ta subvention, je dis des bêtises, de 200 000 euros, eux, tu leur donnes leurs 70 000 euros. Et toi, tu vois, genre, c'est tout un business, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un business dans le business. Donc ça, j'ai déjà plugué plus ou moins. Mais après, encore une fois, j'ai besoin d'avoir mon support visuel, en fait. Parce que c'est ça qui va être plus parlant que ce que je suis en train de dire là. Quand je vais avoir mon support visuel, la qualité de mon image, de mes interviews, de mes invités, de ma présentatrice, ça parlera à ma place. Donc, quand tu diffuses ça, ils disent, bon, OK, ça, on a envie de le financer, ça, on n'a pas envie de le financer, tout simplement. Donc je suis encore un petit bébé, mais d'ici la fin de l'année, je pense qu'on aura fait un petit pas de géant, quoi. OK, super, super. Bon, de toute façon, on suit ça avec attention. Assa, peut-être une question? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va. Non, pas de questions pour ma part. Alors, comme tu as pu le voir, Dimitri, je suis arrivé un petit peu en retard, comme à l'habituel. Hein. On ne change pas les bonnes habitudes. Néanmoins, j'ai quand même écouté un petit peu l'exposé qu'a fait Tina. Et je trouve que ce projet est vraiment très intéressant. Et je me reconnais aussi dans pas mal de choses de ce qu'elle dit. Alors moi, je cherche aussi à développer l'Afrique. Alors moi, c'est dans un autre biais. Hein. C'est plutôt du côté industriel, alors qu'elle, c'est plutôt côté communication. Mais en tout cas, c'est un très, très beau projet. Et je te rejoins également sur, là, quand tu disais que quand on grandit en France, on est toujours un petit peu tiraillé entre, d'une part, notre culture, on va dire, ancestrale africaine, et puis la culture européenne. Et c'est vrai que moi, durant tout mon parcours, jusqu'à la fin de mes études, moi, par exemple, en école d'ingénieur, les Noirs que je voyais, c'était des Noirs qui venaient d'Afrique. C'est ça. Essentiellement. C'est ceux qui venaient d'Afrique, qui avaient plus ou moins les moyens, alors pas tout le monde, mais la plupart, c'est parce qu'ils étaient dans des lycées français. Voilà, donc ils arrivaient ici. Mais les Noirs de France, de banlieue, moi, j'en ai connu aucun. D'ailleurs, chose très intéressante, c'est que dernièrement, je disais à mes amis que j'avais jusqu'à présent jamais rencontré un ingénieur congolais. Ah, il faut que je te présente mon mari. Alors je parle de Congo, RDC. Je vais te présenter mon mari. Mais en plus, si tu es ingénieur, parce que mon mari, il est un peu perché aussi dans les délires d'ingénierie, donc par rapport à ce que tu es en train de développer sur ce que tu veux faire sur le développement industriel, quand on va organiser le truc au mois de novembre, là, je vais venir avec lui parce qu'il est ingénieur. Lui, il est dans l'aéronautique, c'est ça? Les avions? Oui, voilà, il fait ça. Il est ingénieur là-dedans. Ok. Ouais. Et donc, tu vois, moi, alors, mais il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Congo-Brazza, j'en ai rencontré un, c'était Régis, je pense que tu le connais. En dehors de Régis, je n'avais jamais vu de Congolais. Et j'en ai rencontré un il y a 2 semaines de ça, qui travaille avec un ami aussi. Et voilà, donc c'est des choses où aujourd'hui, même dans ce genre de secteur, en fait, on se compte, quoi. On se compte. Et j'aimerais bien que ça puisse évoluer. Et surtout, je te coupe la parole, mais surtout aussi ce qui est d'autant plus exacerbé, c'est-à-dire que dans nos familles respectives, parce que le problème, c'est quoi? C'est que moi, d'accord, mon métier de notaire, c'est une chose. Donc, quand je suis dans mon milieu avec mes copines qui ont aussi excellé dans leur domaine ou mes copains du notariat, je suis quelqu'un de lambda.
Mais quand je retourne dans ma famille, que je joue avec mes cousins, que machin, que truc muche, on me prend pour Michel Obama. Alors que moi, dans ma tête, je suis normale. Hein. C'est-à-dire que moi, je vais dans ma mif, je suis en basket, jean, ma mère, elle me dit, mais attends, mais pas du tout, mais des boucles d'oreilles, parce que tu es notaire. Mais le truc, donc tu vis tout le temps dans deux mondes qui sont complètement, enfin, il y a de quoi devenir. Non, mais c'est ça, et en plus, ce phénomène est encore d'autant plus amplifié quand tu arrives au pays. Moi, je fais une anecdote assez rapide. La première fois que je suis retourné au pays, donc c'était en 2011, ça faisait 22 ans que je n'y avais pas mis les pieds. Et donc, on nous a servi à table. Et moi, j'avais mon assiette alors que les autres mangeaient tous ensemble dans la même assiette. Et moi, je leur ai dit, mais pourquoi? Mais pourquoi je ne mangerais pas avec vous? Et donc, ils m'ont regardé d'un air mais complètement ahuri en se demandant, mais qui est ce blanc qui veut venir manger avec nous avec les mains? Alors que moi, jusqu'à aujourd'hui, je mange avec les mains. Et normal. Avec les mains. Voilà. Et puis, autre anecdote aussi, et ça, c'est vraiment ce qui est très important, et pour moi, qui est très symptomatique de l'Afrique aujourd'hui, et du manque de confiance des Africains. Quand c'était l'été dernier, donc du coup, Dimitri est au courant, moi, je suis parti pour construire une scierie. Une scierie, techniquement parlant, il n'y a pas besoin de sortir d'Harvard ou du MIT pour pouvoir en fabriquer une. Seulement, quand tu vois les gens qui venaient, les badauds qui venaient et qui me voyaient pour réaliser ce projet, ils me regardaient comme si... alors, soit c'était de l'ordre du génie, soit de l'ordre du maléfique. Donc, je ne savais pas trop. Mais en tout cas, pour eux, dans leur esprit, ça, c'était seulement des Blancs qui étaient en mesure de pouvoir faire ça. Et ça, je trouve ça terrible, terrible, terrible. Voilà. D'accord. Écoute, ravi, mais voilà, on a, voilà, c'est je pense que le combo enfant européen études, parce que pour moi maintenant c'est quand même classique que les gens fassent quand même minimum un bac plus 3 et après un bac plus 5. Mais moi, je me souviens, j'ai eu un entretien avec ma mère et je lui ai dit, il faut qu'on arrête en fait normalisons en fait les bacs plus 5. Juste normalisons. C'est ça. Normalisons. Et un autre truc aussi, toujours dans la même tranche, c'est le fait de parler français. Tout de suite, il y a une connotation gars intelligent. Non. Ouais, c'est ça. Non. Ou parler anglais, ou parler allemand, enfin en tout cas une langue européenne, ça te donne tout de suite le truc de il est intelligent. Alors que moi, je connais des gens, ils sont bancals en français, mais t'inquiète pas que les mecs, en termes de sagesse, enfin voilà, ils sont très loin, quoi. Et pareil, ça aussi, il faut le normaliser. Je veux dire, on est des Congolais, on parle lingala, on parle wolof, on parle voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on est moins intelligent que les autres, quoi. En fait, l'idée, c'est de dire que tu sois d'Afrique, que tu sois afro-européen, je ne sais pas comment on dit, les nouveaux termes là, pour désigner les Africains qui vivent en Europe, en fait, on est les mêmes gens. On est les mêmes gens, en fait. Oui, tout à fait. Voilà, on est juste les mêmes gens, quoi. Il faut arrêter ces complexes. Il faut vraiment arrêter ces complexes. Après, je pense que la nouvelle génération, elle est peut-être moins complexée, je trouve. Mais quand je te dis la nouvelle génération, je te parle des gars qui ont 20 ans et qui vivent en Afrique, ils sont peut-être moins complexés. Mais ça reste ancré. Et l'idée, c'est pour ça aussi que c'est important de valoriser en fait nos entrepreneurs, parce que justement, ça va leur permettre d'enlever ce complexe qu'ils peuvent avoir. Parce que des fois, les mecs, ils sont bêtes, ils te sortent des trucs, t'es scotché, quoi. T'es scotché. Alors que, tu vois, tu viens en Occident, machin, t'es parti, t'as fait des voyages et tout, mais les mecs sur place, où ils font des dingueries, avec peu de choses, quoi. Moi, je n'ai pas tout à fait la même lecture, pardon. Non, je n'ai pas tout à fait la même lecture des choses. Je dirais qu'il y a eu un avant, un après. Avant, on se formait beaucoup sur les sciences sociales, etc. Après, après, il faut voir de quelle tranche d'âge on parle. Il y a eu les aînés, c'était très théorique. Hein. Aujourd'hui, les plus jeunes se forment dans la technique. Les ingénieurs, il y en a énormément. En Afrique, pour moi, le complexe, c'est vraiment, tout le monde a des compétences. Après, c'est les moyens qui manquent quelque part. Mais bon, ceci dit, l'accès devient un peu... Même ici, l'accès est quand même
à toute forme de formation. En Afrique, c'est pareil, les compétences, on les reconnaît. Les gens, ils savent avec très peu de choses faire beaucoup de choses. Et moi, je suis admirative, moi, des gens, des locaux qui font des choses, mais énormes. Donc, je me dis que dire que il y a du complexe, je ne dirais pas ça. Ah non, moi, je crois qu'on a soutenu le contraire. On a soutenu le contraire. Moi, j'ai dit qu'il y a de moins... Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Après, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de complexes et que parfois même, ces complexes-là, c'est peut-être nous qui les construisons. Va prendre chez papa. Qu'est-ce que tu veux? Mais va prendre chez papa. Lorsqu'on arrive d'ici là-bas, on arrive en conquérant. Je me dis que sur place, on a beaucoup de choses à apprendre également. Ah, mais oui, mais après, ça, je pense que c'est la prétention, effectivement, beaucoup qui sont ici ont la prétention d'avoir. Hein. Moi, je sais que... Non, Elise, s'il te plaît. Je ne sais pas. Attendez, s'il vous plaît, donnez-moi 2 petites secondes. Parce que là... C'est l'heure de manger, c'est pour ça. Ah ben oui, c'est ça. Viens. Voilà. Dis coucou, dis bonjour, dis au revoir. Voilà. Donc ça, c'est mon dernier né. Il a eu 2 ans la semaine dernière. Ah ben, c'est un grand, là. Grand garçon. Donc, ensemble, on ira très vite. Hein. Absolument. Voilà. Absolument. Non, mais en tout cas, super. Merci Tina pour ce partage et en tout cas ce projet qui est très intéressant. Moi, j'ai déjà participé, puisque tu m'avais invité, bien entendu, aux premiers, on va dire, comment dire ça ? Les prémices. Voilà, les prémices. Donc, voilà, je sais de quoi il en retourne. Et en tout cas, pour notre 100e numéro, on travaillera ensemble de voir comment on va organiser tout ça. Mais à t'entendre, et ça confirme bien, tu vois, le besoin d'avoir un lieu, ne serait-ce qu'au départ, je disais de 150 voire 200 mètres carrés, faire une salle d'enregistrement qui pourrait être louée à d'autres opérateurs, des espaces de bureau et puis un petit coin café pour pouvoir se retrouver et puis chiller ou juste discuter business. Donc, voilà, en tout cas, on va travailler ça. Et les objectifs de 2023. Exactement, 2023, tout à fait. On fait des petits tests. Pour l'instant, on se réunit autour de différents forums ou séminaires qui se passent. Donc, on vit des petits African Valley. Et puis, à un moment donné, voilà, il y aura le lieu. Donc, c'est déjà ça. Donc, on y va pas à pas, mais sûrement. Et en tout cas, merci vraiment de t'être adonné à cet exercice. Et on va te laisser le mot de la fin. Écoutez, je suis très contente d'avoir participé à ce live que j'ai, voilà, on m'a appelé sur le pied levé. Puis je me suis dit, c'est une opportunité à saisir dans le sens où j'ai besoin de commencer à avoir une visibilité. J'ai besoin de commencer à réseauter pour pouvoir concrétiser ce projet aussi, parce que je ne le ferai pas toute seule. Sinon je ne serais pas là où j'en suis, alors que c'est une idée qui avait déjà germé dans ma tête depuis 2012. C'est bien que j'ai besoin de ma communauté, c'est bien que j'ai besoin d'un réseau fort. Et je pense que ADRNS aujourd'hui s'installe dans ce sens-là. Donc, merci à vous tous pour vos retours, pour vos questions, parce qu'évidemment, les questions, c'est ce qui permet aussi de remettre en cause son projet et de le revoir différemment. Merci pour les conseils que j'ai pu entendre, parce que bienvenue, bien sûr. Et puis, j'espère, pour le coup, pouvoir vous voir en vrai à l'occasion d'un événement, ou sinon, pareil, à l'occasion d'un Zoom, lundi prochain, par exemple, ce sera tout aussi bien. En tout cas, je serais ravie de vous entendre et d'échanger avec vous. Okay. Et de pouvoir aussi, moi aussi, poser mes questions à un autre game changer, celui de la semaine prochaine, par exemple, jusqu'au 100e. Exactement. La semaine prochaine, c'est Célestine Faye. Donc, elle avait une extinction de voix. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas fait place ce soir, mais elle sera là la semaine prochaine. Elle aussi, elle lance un gros truc. Elle aura un local à Paris. Elle va nous parler de tout ça. Et donc, elle est promotrice de la marque Wax Pontaire. Donc, voilà, elle nous présentera tout ça la semaine prochaine. Donc, bonne soirée à tous et encore merci Dimitri, de vous merci être à vous connectés et à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.